faire comme ma collègue, respecter les 10 ou 15. 10 10, ça nous arrangerait là. Je vais respecter les 10 minutes. Ce qui a été, j'appelle l'éthiopie. Vous l'avez dit à votre façon, moi je vais faire une métaphore médicale en parlant de prévention primaire et de prévention secondaire. La prévention primaire, c'est qui consiste à dire comment et pourquoi et dans quelles conditions cet individu se transforme en terroriste, avec des mots simples. La prévention secondaire, c'est de dire, quand on est dans l'action publique, quand on est dans la vie publique, comment faire pour que cet individu ne puisse pas nuire aux autres. Et là, il y a deux rubriques que je voudrais développer rapidement, ce que j'appelle les renseignements endogènes et les renseignements exogènes. Parce que tout est lié pour le législateur, pour la puissance publique, tout court, tout est lié à un mot simple qui s'appelle renseignement. Bon, donc il y a deux parties, rapidement la partie de la loi et la partie dite diplomatique, en tout cas qui conditionne les relations et les interrelations de la France, de notre pays, avec, comme vous l'avez évoqué, docteur, les pays du Sud. Pour la loi, moi je ne vais pas détailler la loi, il y a un débat. Ce débat est légitime. Ce débat, je le résume en deux mots, est-ce qu'on est dans une société libre ou est-ce qu'on va être tous fliqués? Ce débat, on ne peut pas l'empêcher. Et il ne faut pas dire, parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui un danger au quotidien, un danger qui est dans toutes les villes aujourd'hui, pas que dans les métropoles et les grandes villes, et il ne faut pas occulter le fait que oui, effectivement, on va mettre le curseur sur une branche où tout le monde peut être écouté. Moi, c'est simple, parce qu'on est sur un terrain politique dans le sens noble du terme. Moi, je suis député de l'opposition. Je voterai avec beaucoup de conviction ce projet de loi. D'ailleurs, c'est mardi prochain. Qu'est-ce qu'il dit, ce projet de loi? En fait, ce projet de loi, il ne fait que légaliser ce que les services de renseignement font depuis toujours. C'est simple. Donc, je ne vois pas pourquoi on va laisser quelque chose qui est atypique, qui est un peu, comme disent les Occitans, mon cher Claude, borderline. Hein? Donc, effectivement, il va falloir le légaliser. Trois parties. La première, c'est ce qu'on appelle la CNTCR, la Commission nationale de contrôle des techniques des renseignements. Cette commission, elle va être composée de magistrats, de hauts magistrats, de parlementaires et d'experts, psychologues, sociologues, experts scientifiques, experts de la police judiciaire. Cette commission va recevoir un ordre des services de renseignement. Et elle va déclencher le renseignement. C'est un avis consultatif, parce que c'est toujours le Premier ministre qui a toujours le dernier mot. Mais cette commission, elle doit rendre tous les ans un rapport annuel, c'est pléonasmique, un rapport annuel sur son activité. C'est ça qui est nouveau. Et c'est ça qui est plutôt transparent au niveau de la loi. Sachant que cette CNTCR peut-être, pourrait être saisie par un citoyen qui se sent menacé parce qu'il dit « Tiens, je suis fliqué, je suis surveillé ». Donc en fait, le feedback est des deux côtés, côté effectivement renseignement, mais aussi côté population. La deuxième, rapidement, parce qu'on ne peut pas résumer un projet de loi en 5 minutes, c'est pas possible. La deuxième partie la plus, je dirais la plus médiatique, c'est ce qu'on appelle les fameuses boîtes noires. Aujourd'hui, la loi va permettre à nos services d'aller voir tous les fournisseurs d'accès Internet et de leur dire, voilà, il y a des métadonnées, on appelle ça des métadonnées, on va pouvoir recueillir ces métadonnées, on va pouvoir les analyser. En principe, c'est anonyme. C'est là où le CNIL, qui est le gendarme en fait de la liberté, pose le problème sur l'anonymat et sur le fait de ne pas pouvoir conserver ces données pour toujours. Ce qui différencie la loi de ce que nos collègues américains, la fameuse NSA,
ou le fameux NSA, je ne sais pas ce qu'on dit, là où le font. Pour toujours et à tout moment. La troisième partie la plus médiatique, c'est ce qu'on appelle ces fameuses antennes. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, pour les renseignements et pour tout ce qui est appel téléphonique, ils ont tout compris quand même. Parce qu'ils n'attendent pas notre technologie. Il y a des abonnements avec des réseaux ou des agences ou des réseaux téléphoniques à l'étranger et que les individus qui sont chez nous, en France, communiquent entre eux par le biais étranger. On le sait, ça, c'est connu. Donc, le fait de mettre ce qu'on appelle, il y a un terme technique, les IMSI catchers, c'est ça. Donc, les IMSI catchers, à tout moment, ce qui se dit et ce qu'on dit, ce que disent les uns et les autres. Voilà un peu les trois parties. Il est vrai que le débat, et puis on laissera le débat pour la salle, entre le côté liberticide et le côté sécuritaire, il faut juste, et c'est là le rôle du législateur, que le curseur soit bien placé, à condition que cette loi, elle peut évoluer dans le temps, elle peut évoluer dans un sens plus optimum, plus radical. Je n'en sais strictement rien, je ne le souhaite pas. Cela veut dire que les choses s'aggravent, comme elle peut évoluer dans un sens d'une amélioration et un petit souffle de liberté complémentaire. Donc, il nous reste 4 minutes. La partie diplomatique. La partie diplomatique pose problème aujourd'hui, et on rentre dans un champ de notre diplomatie. La France a toujours eu, nos services de renseignement ont toujours eu des services de renseignement au monde. Aujourd'hui, c'est une donnée qui est connue, c'est une force majeure. Bien sûr, il y a les services de secret américains, israéliens, qui sont quand même les plus puissants, mais qui sont plutôt centrés sur des données bien ciblées. Par contre, nos services sont plus généralistes. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le Proche et Moyen-Orient, avant même cette crise syrienne, cette crise identitaire entre les alaouites de Assad et les sunnites et ce grave problème, la Syrie a toujours été la plaque tournante des services de renseignement. Et il y avait une déconnexion totale, mais totale, entre la qualité de nos relations politiques avec tel ou tel pays et les connexions entre les services. Par exemple, quand au pire de la crise irakienne ou même la crise syrienne, quand la France, à l'époque du président Jacques Chirac, ne parlait plus avec les Syriens, quand on s'est senti un peu trompé par les promesses d'abord du père Hafez el-Assad et par la suite du fils Bachar el-Assad, nos services de renseignement ont continué à prendre attache avec les services. D'ailleurs, vous avez suivi l'actualité aujourd'hui, le chef des renseignements, Rustam Ghazaleh, a été assassiné parce qu'il a pris tout simplement la décision de ne plus obéir au service présidentiel Assad et de reprendre attache avec les services secrets français. Donc, aujourd'hui, il y a malheureusement une connexion entre la qualité de nos relations politiques avec ces pays-là et, en même temps, la connexion de nos services de renseignement. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on n'est plus informé comme avant. Nos services ne sont plus informés comme avant. Et on peut dire que la Turquie, qui est un allié, la Turquie qui est quand même le cœur de l'OTAN, bon, la Turquie, je le dis avec des mots, je ne veux pas rentrer dans des... Mais la Turquie, elle joue aussi le jeu de l'opposition syrienne contre le régime alaouite de Bachar el-Assad, dans le conflit qui secoue la région entre les chiites d'un côté, l'Iran, avec les bras armés de l'Iran, le parti Baas de Assad et le Hezbollah libanais, et puis bien sûr la puissance sunnite dans la région, donc symbolisée par l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie et l'Égypte. Donc aujourd'hui, il est urgent, moi je ne suis pas là, je ne suis pas diplomate, mais je pense par contre qu'il y a urgence aujourd'hui que les services, nos services de renseignement puissent
être complètement déconnecté de la qualité, de la nature des liens politiques entre la France et les autres pays. J'ai respecté les 10 minutes de la loi qu'on peut peut-être au niveau des questions-réponses intervenir, mais aujourd'hui, la loi ne doit pas être figée dans le marbre. Et toute idée sur un côté liberticide que je respecte. Parce que parfois, moi je dis toujours que dans la vie, on peut parler vrai. Mais dans la vie, parfois, parler vrai sur une base qui est fausse, comme disent les psychiatres chez moi dans le domaine médical, tout devient faux. Donc oui, il y a un parler vrai sur le côté liberticide, mais la base aujourd'hui, c'est que il va falloir aussi faire le maximum pour protéger. Il y a un débat, tu l'as évoqué dans ton introduction, sur les dépenses militaires. Ce débat, il ne s'agit pas de dire j'augmente les dépenses militaires ou je baisse les dépenses militaires. Le débat, en tout cas moi en tant que législateur, je le dis, comment faire pour réorienter les dépenses militaires. Aujourd'hui, on dépense, je vais quand même vous donner un chiffre, 6 milliards d'euros par an dans la politique de la dissuasion nucléaire. Je ne remets pas en cause. Je veux dire, ça, le général de Gaulle, c'est notre puissance politique, le concept de nation indépendante, tout ça, c'est à respecter. Mais on peut quand même s'interroger sur le fait 6 milliards d'euros par an sur la dissuasion nucléaire. Je ne pense pas que les Français, je crois qu'on soit menacés par la puissance nucléaire de la Corée du Nord. Je ne le pense pas. Par contre, on est menacé aujourd'hui au quotidien par ce terrorisme avec toutes les explications sociologiques, psychologiques, économiques, tout ce que vous voulez, politiques qui ont été données. On va voter une loi sans savoir aujourd'hui quels sont les moyens qu'on va mettre pour cette loi. Je vous remercie, je profite pour remercier les organisateurs pour cette belle initiative populaire. J'aime beaucoup le mot populaire, tu le sais, Justin. Merci à vous.